Imaginez 2 secondes réaliser que le concept de fake news, de manipulation médiatique ou même de spin politique, bah, c'est pas du tout une invention des gourous de la Silicon Valley. Ah bah non, clairement pas. Ouais, c'est fou. Genre, imaginez que la toute première machine de propagande de masse a été conçue il y a plus de 2500 ans par un souverain en chariot. C'est un sacré changement de perspective, ouais. C'est carrément le point de départ de notre exploration aujourd'hui. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de faire de la rétro-ingénierie sur cette incroyable mécanique de l'Empire achéménide, donc la Perse antique. Tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur 2 dossiers historiques vraiment passionnants, par ordre des sources. Donc on commence avec le premier, le Code de Xerxès, et ensuite on enchaînera avec le second, l'Empire gravé dans la roche. C'est un super programme. L'idée, c'est vraiment de décoder comment des rois comme Darius et Xerxès ont littéralement inventé la communication de masse. Bah en fait, il faut vraiment changer notre regard d'emblée sur ces vestiges antiques, parce que quand on contemple les ruines de Persépolis, par exemple, Ouais, les gros piliers là. voilà, l'erreur classique, c'est de s'arrêter à la dimension juste esthétique, quoi. On admire les colonnes, la beauté de la pierre, C'est vrai qu'on se dit juste «Oh waouh, c'est beau!» exactement. Mais les recherches récentes sur notre première source, le Code de Xerxès, nous obligent à lire ces espaces complètement autrement. Ces palais, c'est pas juste des prouesses architecturales. Non. Non. Ce sont les composants d'une matrice idéologique, un truc hautement standardisé. Chaque mur, chaque escalier, chaque falaise était calculé pour imposer un ordre cosmique très précis. Donc c'est vraiment fait pour subordonner le visiteur, quoi. C'est exactement ça. Concrètement, si on regarde l'omniprésence du texte cunéiforme dans ces lieux, ça agit presque comme un outil de contrôle physique, en fait. Complètement. Il y a un terme dans les documents qui m'a vachement marqué, c'est la matrice diagnostique de Xerxès. Ah oui, ce concept est génial. En gros, le message s'adapte littéralement à la géographie. Genre à Persépolis, le cœur du truc, les inscriptions martèlent l'autorité divine. Ouais, c'est le centre spirituel. Mais si on va sur le mont Talvan, qui est une frontière hyper abrupte, bah là, la roche, elle hurle la domination du roi sur la nature. Et à la citadelle de Vent, aux confins militaires, le message projette plutôt la force brute, tu vois. Et il y a même des objets comme ce fameux vase de Caylus en albâtre. Ah, le vase, ouais. C'est fou, c'est de la diplomatie mobile. Le roi envoyait littéralement sa propagande par la poste antique. C'est ça. Mais le cas d'école, vraiment, la fusion parfaite entre architecture et coercition psychologique, c'est à Persépolis, avec les grands escaliers, les Magnarum Scalarum. Ah oui, j'ai adoré cette partie. La conception de ces escaliers défie toute logique classique. En gros, les marches sont super larges, mais leur hauteur est vraiment minuscule. Genre quoi, 10 centimètres? À peine, ouais, parfois moins. Bah c'est là qu'on peut faire un parallèle avec aujourd'hui. C'est carrément l'équivalent antique de l'UX design. Tu sais, l'expérience utilisateur, mais appliquée à un bâtiment en pierre. Totalement. C'est de l'UX coercitive. En réduisant la hauteur des marches, les Perses forçaient l'utilisateur, donc les délégations étrangères, à modifier leur comportement. On peut pas courir là-dessus. Impossible de courir ou d'avoir une démarche agressive, non. On est contraint de ralentir, d'adopter un pas super lent, solennel. Presque processionnel, quoi. On est calmé d'office. Et cette contrainte biomécanique, elle s'accompagne d'une contrainte visuelle super forte. En montant cette pente douce, ton corps est ralenti, mais ton regard est forcé vers le haut. Guidé par les lignes du bâtiment. Exactement. Et là, qu'est-ce que tu vois? Des dizaines de mètres d'inscriptions cunéiformes géantes avec des bas-reliefs de la garde immortelle. Donc la soumission physique prépare la soumission mentale, bien avant de voir le roi. C'est exactement le but. Mais attends, il y a un truc qui me chiffonne là-dedans. Vas-y. Ces murs sont couverts de textes immenses. Mais à l'époque, le taux d'alphabétisation était genre quasi nul, non? Ah bah oui, proche de zéro. Du coup, la majorité des ambassadeurs ou même des courtisans savaient pas lire un trait-mot de vieux perse. Quel est l'intérêt de dépenser des fortunes pour graver des milliers de mots que personne peut lire? C'est le grand paradoxe du truc. En fait, nous, on a ce réflexe moderne de se dire qu'un texte, c'est fait pour être lu, pour donner une info factuelle. Bah oui, comme un journal. Sauf que là, le texte fonctionne comme un objet rituel. C'est la présence visuelle du cunéiforme, tu vois, sa géométrie parfaite, sa répétition qui fait passer le message. Le fameux, le médium et le message. Exactement. Le mec qui savait pas lire, il reconnaissait quand même la marque du pouvoir perse. C'est comme un logo. Ah ouais, la typographie elle-même impose le respect. C'est ça. La standardisation des caractères symbolisait la capacité du roi à ordonner l'univers. Le texte figeait l'éternité, il donnait pas les news du jour. Et quand on arrive enfin à déchiffrer ce texte, l'anatomie du message est hyper rigide. C'est toujours une trinité, non? Ouais, un algorithme parfait. D'abord, la sanction divine, genre Ahura Mazda a créé le ciel et la terre.
Ensuite, la titulature absolue. Le fameux je suis Xerxès, grand roi, roi des rois. Voilà, roi des pays de toutes les origines. Et enfin, la filiation légitime. Je suis le fils de Darius. Point barre. Ça bouge jamais. Jamais. Et cette immutabilité du texte, on la retrouve dans l'image. Le roi n'est jamais montré en sueur ou en galère. Jamais de panique. C'est le concept de sérénité divine. Sur les reliefs, tu le vois combattre une bête hybride, un monstre énorme qui représente le chaos. Et il a l'air de s'ennuyer en le tuant. C'est presque ça. Il lui enfonce un poignard dans le ventre et son visage est juste impassible. Zéro contraction musculaire. C'est pas un soldat qui transpire, c'est la justice cosmique en action. Voilà, il rétablit l'ordre sereinement. Et ce contrôle de l'image, ça va super loin. Genre l'anecdote sur la citadelle de vin, dans la première source, c'est du génie marketing. Ah oui, le coup de la paroi rocheuse. Darius, le père, fait lisser une immense falaise en Anatolie. Un truc titanesque, mais il meurt avant de graver quoi que ce soit. Il laisse un tableau blanc géant. Xerxès, son fils, arrive, voit l'aubaine et fait graver un truc du genre Mon père a préparé ce lieu, mais bon, il a rien écrit, du coup, moi, j'ordonne de graver ça. C'est hyper malin parce qu'il honore son père formellement, Ouais, genre merci papa. mais il s'approprie totalement le monument à la fin. C'est exactement comme si t'héritais d'une cathédrale magnifique que tes parents ont mis 40 ans à bâtir, et toi, le premier jour, tu mets une enseigne en géante avec ton prénom sur le toit. C'est une super métaphore. À trille. Tout le prestige passe à celui qui signe en dernier. C'est gonflé quand même. Très gonflé. Et pour comprendre cette obsession de signer partout, faut passer à notre deuxième source, l'Empire gravé dans la roche, et regarder un peu les stats. Ouais, les chiffres sont dingues. 80% de toute l'épigraphie monumentale perse qu'on a retrouvée, ça vient uniquement des règnes de Darius et de son fils Xerxès. 80%? C'est pas juste de l'administratif normal alors? Ah non, pas du tout. C'est une campagne idéologique massive concentrée sur quelques décennies pour forger leur réalité politique. Et pour que ça marche partout, ils ont inventé ce système de trilinguisme impérial? Les 3 langues, oui. Vieux perse, élamite et babylonien. Mais la source précise bien que c'est pas juste des traductions bêtes pour être sympa avec les locaux. Pas du tout. C'est pas le panneau de l'aéroport sortie-exit. Ah, ouais. Chaque langue visait une cible psychologique précise. Le vieux perse, c'est la langue idéologique, inventée pour porter la voix sacrée du roi. D'accord. L'élamite, c'est beaucoup plus pragmatique. C'est pour l'administration, les rouages de l'empire, la logistique locale. Et le babylonien? C'est le canal du prestige historique, pour se rattacher à l'héritage des vieux empires mésopotamiens et rassurer les élites traditionnelles. Donc, si on ramène ça aujourd'hui, c'est la stratégie de com d'une multinationale de la tech. Comment ça? Le PDG fait une keynote hyper inspirante sur l'avenir de l'humanité. Ça, c'est le vieux perse. Ok, je vois. En interne, les mémos pour les ingénieurs parlent juste de supply chain et d'optimisation. Ça, c'est les lamites. Ouais, très terre à terre. Et à côté, le service de presse sort un communiqué hyper formel pour rassurer Wall Street. C'est le babylonien. C'est une excellente analogie. 3 audiences, 3 langages, un seul but de contrôle. C'est brillant. Et ils avaient les concepts d'inclusion super stricts, non? Ah oui, ils utilisent le mot Bhumi pour la terre, mais c'est pas n'importe quelle terre. C'est la terre pacifiée, c'est ça? Exactement, la terre ordonnée par le roi et habitée par les peuples intégrés à l'empire. Mais du coup, si un pays refuse d'intégrer cette boumie, s'il résiste, Idéologiquement, ils sont effacés. Les terres non soumises ne sont pas des nations ennemies. Elles sont carrément qualifiées de néant ou repoussées au-delà du fleuve amer. le fleuve amer, c'est genre la zone poubelle du monde. C'est ça, les marges chaotiques. L'empire ne fait pas la guerre à des égaux. Si tu rentres pas dans le narratif, tu n'existes juste pas. C'est terrifiant d'efficacité. Et du coup, le roi, dans ce narratif, il doit être perçu comme parfait? Un être suprême, oui. Dans l'Empire gravé dans la roche, on analyse le véritable CV du roi, surtout l'inscription DNEP de Darius. Celle de Nakhché-Rostam. Voilà. Dedans, au lieu de compter les chars qu'il a détruits, Darius fait la liste de ses qualités personnelles. Genre, je suis super fort. Ouais, mais plus subtil. Il dit qu'il est équitable, mortel au combat, mais surtout, il insiste sur son contrôle émotionnel. Ah oui, il fait graver « je ne suis pas colérique ». Ce qui bout dans mon esprit, je le maintiens sous contrôle. Il se pose en incarnation philosophique de l'équilibre. Ce qui est super ironique avec cette obsession de la perfection grammaticale chez les rois perses, c'est que ça a fini par devenir l'arme fatale des archéologues modernes contre les faussaires. Ah, l'histoire des faussaires des années 30, c'est fantastique. C'est digne d'un film. À l'époque, le marché noir des antiquités explose. Ouais, tout le monde veut du perse. Et les faussaires ont vite capté qu'un bol antique normal, ça vaut un peu d'argent,
Mais si tu graves le nom de Xerxès dessus, bingo, le prix fait x100. Du coup, ils prenaient de la vraie argenterie antique pour passer les tests de métal, Malin. et ils recopiaient des textes royaux depuis des bouquins d'archéologie. Et c'est là qu'on arrive à l'affaire de la fiale F10. C'est ça. Une coupe en argent authentique avec une belle inscription clamant qu'elle appartenait au roi Artaxerxès Ier. Visuellement, c'était parfait. Le piège parfait. Mais alors, comment les a cramés? Eh bien, les faussaires n'étaient pas des linguistes. Ils ont recopié des textes sans faire attention et ils ont fait des anachronismes grammaticaux fatals. Attends, une erreur temporelle dans de la grammaire perse? Ouais. En fait, le vieux perse de Darius ou d'Artaxerxès Ier avait un système de déclinaison hyper complexe. Nominatif, accusatif, etc. Ok. Mais quelques générations plus tard, sous Artaxerxès II et III, la langue s'est effondrée. Les scribes faisaient plein de fautes d'accords. Ah, je vois venir le truc. Et les faussaires des années 30 ont utilisé un modèle tardif pour graver une coupe censée appartenir au premier Artaxerxès. C'est génial. C'est comme si un faussaire te vendait un manuscrit perdu de Victor Hugo, mais le mec écrit MDR, utilise des abréviations SMS des années 2010 et fait des fautes d'orthographe partout. C'est exactement ça. Les linguistes ont juste regardé les terminaisons des mots et ont dit non, Artaxerxès Ier maîtrisait ces déclinaisons. La police de la grammaire à travers les millénaires. La linguistique comme médecine légale, ouais. Mais si démasquer les forgerons modernes, c'est possible, démasquer la propagande perse originale, c'est une autre affaire. Et là, on touche au chef-d'œuvre absolu de nos sources, le mystère de l'inscription d'Aïva, la XPH. Le thriller géopolitique par excellence. Bah oui, parce que d'habitude, ces rois se la racontent en nommant tous les ennemis vaincus. Mais là, dans ce texte, Xerxès devient hyper flou, genre suspect. Très évasif. Il dit qu'il a maté une révolte dans un certain pays sans le nommer, qu'il a rasé le temple des faux dieux, les fameux Daïva, mais il dit pas où. Ça a rendu les historiens fous. Qu'est-ce qu'il cachait? Pendant des lustres, on a eu plein de théories. Une révolte à Babylone, Hmm. une réforme religieuse interne pour purger d'autres dieux. Mais il n'y avait aucune preuve archéologique pour ça? Aucune. Jusqu'à ce qu'un chercheur, Ilya Yakubovic, analyse les pronoms démonstratifs. Xerxès dit « cette terre-là »,« ce temple-là ». Il parle d'une cible externe réelle. Et la conclusion de Yakubovitch, c'est que c'est une opération géante de damage control suite au plus gros fiasco militaire perse, les guerres médiques. Exactement. Les batailles de Salamine et Platée. Mais attends, on parle d'une armée anéantie, de dizaines de milliers de morts en Grèce. Les familles s'en rendent bien compte quand les soldats rentrent pas. Comment tu peux cacher ça avec un caillou gravé? C'est la bonne question. Mais il faut voir la cible. Le paysan perse, on s'en fiche. Ce monument, il est pour l'élite, intellectuelle, l'aristocratie et pour le futur. Il leur donne les éléments de langage, quoi. Voilà, un playbook de désinformation en 4 étapes pour expliquer pourquoi on n'a pas conquis l'Europe. Et ces étapes résonnent tellement avec aujourd'hui. C'est quoi la première étape? 1. Prise d'événements traumatiques de base, la défaite en Grèce. 2. On purge les détails. On efface les mots Athènes, grec, Salamine. L'ennemi est plongé dans l'anonymat, il devient juste ce pays. 3. On trivialise. C'est plus une guerre mondiale, c'est juste une certaine agitation locale. Et enfin 4, le coup de grâce. La légitimation divine. Comme Xerxès avait réussi à brûler l'acropole d'Athènes au début de la guerre avant de tout perdre. Il change les poteaux de but. Il redéfinit l'objectif de la guerre de façon rétroactive. En gros, il dit « Mon but réel, c'était juste de détruire le sanctuaire des démons athéniens. Je l'ai brûlé, mission accomplie. » Et on rentre à la maison? Mais c'est de la rhétorique politicienne de haut vol. C'est comme un gouvernement qui rate un projet à 10 milliards mais qui trouve une clause obscure qu'ils ont respectée et qui dit « Regardez, succès total !» C'est exactement la même dynamique. Et le pire, c'était que la pierre a fait son travail. Il savait que les témoins allaient mourir, mais que l'inscription parfaite resterait. Ça donne vraiment le vertige. Parce que oui, l'Empire a fini par tomber, sous Alexandre le Grand qui a tout cramé, les palais ont disparu, mais la propagande de Xerxès, elle, a survécu au feu et au temps. Le fait que des chercheurs se soient arrachés les cheveux 2500 ans plus tard sur ce texte prouve qu'il a réussi à brouiller l'histoire. Il a dicté les termes du débat depuis la tombe. Celui qui contrôle la pierre et le vocabulaire contrôle la mémoire. Ce qui amène forcément à une réflexion sur notre époque, pour ceux qui nous écoutent. Si les Perses ont pu pirater la mémoire humaine avec des rochers et de la grammaire, que font nos dirigeants ou même les entreprises de la tech aujourd'hui? C'est une excellente question. Quelles sont les pierres numériques qu'on grave en ce moment même sur des serveurs froids? Quelle version glorifiée ou anonymisée de nos désastres on va laisser à l'an 4500?
S'il en reste quelque chose. Bah oui, c'est ça le truc. Face à l'immortalité du roc de Xerxès, est-ce que notre fameux cloud immatériel sera encore là pour raconter notre vérité ou est-ce qu'il va s'évaporer en un clic? C'est sur cette pensée qu'on clôture cette plongée épigraphique. Merci d'avoir suivi cette exploration et on se retrouve très vite pour décoder d'autres pans de notre histoire.